C'est mon second long métrage, mon second film, que j'ai réalisé en 1977, après Le Vivarium et avant Rebelote. Le Rouge de Chine a été conçu un peu en réaction au Vivarium. Le Vivarium, c'était un film très radical, sans scénario, où je laissais les acteurs face à la caméra sans leur donner aucune direction, et j'enregistrais un peu leur malaise pendant que la caméra tournait. Bon, c'était une expérience intéressante, ça a porté ses fruits, il y a eu beaucoup de réactions, et j'avais envie dans ce second film de m'y prendre un peu autrement et de proposer une rêverie poétique qui serait éventuellement un peu plus facile pour le public. Voilà, donc il n'y avait pas de scénario non plus, mais il y avait une envie de faire une errance, un road movie en noir et blanc, un peu dans le contexte du cinéma muet que j'aimais beaucoup, puisque j'avais eu l'occasion de voir un peu tous les classiques et les chefs-d'œuvre du muet à la Cinémathèque, et de créer le film au jour le jour, au fur et à mesure de nos déambulations. Voilà. Mais enfin, néanmoins, c'était un film muet, il n'y avait aucune béquille de dialogue, et les acteurs étaient en situation, en fonction de certaines scènes que j'avais imaginées, totalement improvisées. Mais l'ensemble du film, quand même, se situait dans un certain projet politique, puisqu'en 1977, on était encore moins de 10 ans après 68, et que pour la jeune génération à laquelle j'appartenais, l'idée était quand même de faire bouger tout ça, aussi bien le monde que le monde du cinéma également. On ne croyait pas du tout à un cinéma politique au sens stricto sensu, c'est-à-dire avec un message politiquement, je ne sais pas, d'ouvriers contre les patrons, pas ça du tout. C'était au contraire une façon de faire politiquement du cinéma, un peu comme Godard nous avait mis sur la voie, et que ce soit l'acte lui-même de la création cinématographique qui soit une forme d'engagement et de petite révolution à l'intérieur du 7e art. Donc j'ai fait ce film avec une bande de copains qui partageaient un peu les mêmes idées que moi. Il y avait Jacques Robiol, qui était aussi un réalisateur, lui, très underground depuis longtemps, dont les films passaient souvent à la Cinémathèque. Jacques Robiol, c'était ce personnage qu'on avait pu voir dans les films de Truffaut, aux côtés de Jean-Pierre Léaud, qui tout le temps lui empruntait 100 balles. Donc Jacques Robiol était l'ami que je voyais le plus à ce moment-là, ainsi que Bernard Dubois, qui avait réalisé, lui de son côté, Les Lolos de Lola avec Jean-Pierre Léaud. Agathe Vanier, l'actrice du film, était la compagne, la femme de Bernard Dubois, donc on se voyait tous beaucoup à l'époque, et elle était contente de tourner un second film avec moi. Donc on a embarqué toute cette joyeuse équipe, d'abord en Normandie, dans un château qui appartenait à la famille Lapérouse. Jérôme Lapérouse est un réalisateur aussi de Continental Circus, entre autres, de Human, et leur famille avait un très joli château qu'ils nous ont mis très gentiment à ma disposition. Donc la première partie du film s'est tournée là-bas, en Normandie, dans la ville de Bernay exactement. Et on avait emmené également avec nous une comédienne d'origine tchèque, Božena Horačková, qui avait tourné, elle, avec Jacques Robiol, dans un court-métrage qui s'appelait Equinox. Voilà, donc tout ça, c'était vraiment une équipe soudée, et on a tourné une quinzaine de jours en Normandie. Ensuite, j'ai monté cette première partie du film que j'ai montrée au CNC. Le CNC m'a accordé une avance sur recette assez modique après réalisation de 100 000 francs, donc ça représente 15 000 € aujourd'hui. Et cet argent m'a permis de finir le film du coup en Écosse. J'avais essayé au départ de tourner le film en Roumanie parce que je cherchais un climat, un paysage un peu comme celui des Carpates de Nosferatu le vampire, que j'aimais beaucoup. Mais malheureusement, la Roumanie à l'époque était un pays communiste, et quand ils ont vu le scénario qui faisait des références à la Révolution et à Antonin Artaud, ils m'ont dit qu'ils n'acceptaient pas le tournage. Voilà, donc je me suis rabattu sur l'Écosse, qui possède aussi des châteaux hantés, des ruines de châteaux qui peuvent faire penser aux Carpates. Et c'est pour ça qu'on est parti dans une mini-Golf Volkswagen, à trois, donc avec moi, la comédienne Agathe Vanier et le chef opérateur Pascal Lapérouse, le frère de Jérôme, lequel Pascal avait lui aussi déjà été l'assistant opérateur de Philippe Garrel. Voilà, donc on est partis tous les trois. Chaque soir, on s'arrêtait dans
dans un port écossais différent et on improvisait les scènes au fur et à mesure, au gré des paysages. C'est souvent les paysages qui étaient le point de départ d'ailleurs des scénettes, puisque s'il y avait un château, on imaginait une situation autour du château. S'il y avait des ombres par terre, on imaginait des situations à partir des ombres. Et s'il y avait une côte très escarpée avec des rochers et de l'eau, eh bien on faisait une scène de mer, voilà. Donc c'est un peu une œuvre poétique en fait qui s'est écrite comme ça au jour le jour. Alors évidemment, ça n'est pas narratif, ça peut déstabiliser éventuellement le spectateur qui ne serait pas habitué, mais en même temps, c'est une assez grande beauté des images qui permet la rêverie, l'imagination. Voilà, le film est sorti l'année d'après, donc en 78, à Paris au cinéma olympique, chez Frédéric Mitterrand. On a eu des très bonnes critiques pour la plupart. Le film a fait aussi un certain nombre de festivals à l'étranger. On a été au festival de Taormine en Sicile, on a été à New York dans les universités américaines. Voilà, enfin bon, il y a eu beaucoup de festivals. Ce film a été pas mal vu de manière donc parallèle, mais a été assez peu vu, il faut le dire, dans les salles de cinéma. Donc la réédition de ce DVD aujourd'hui va permettre, une trentaine d'années plus tard, de redécouvrir ce film. Voilà, qui est un de mes films de jeunesse. Et à quoi peut ressembler le scénario d'un tel film qui n'est pas narratif ? Le scénario, c'était quelques pages, c'est-à-dire qu'on s'était appuyé sur cette émission célébrissime d'Antonin Artaud qui s'appelle Pour en finir avec le jugement de Dieu, avec la voix elle-même d'Antonin Artaud, donc c'est un enregistrement qu'il a fait en 1947, en sortant de l'asile de Rodez, peu de temps avant de mourir. Il était donc dans un état très particulier, et ce qui donne l'intérêt de sa voix d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent Artaud, on reconnaît tout à fait ses hurlements, la scansion très précise avec laquelle il frappe certains mots, en tapant sur un billot avec un marteau pour scander le rythme des phrases elles-mêmes. Et puis un autre texte qui est moins connu d'Artaud, qui s'appelle Aliénation et magie noire, où il s'en prend beaucoup à la médecine, évidemment, qui l'a tellement torturé, et qui est un très très joli texte. Voilà. Alors pourquoi Artaud ? Parce que, d'abord, moi j'avais lu Artaud quand j'étais au lycée, j'avais été assez impressionné par le suicidé de la société, par son texte sur Van Gogh, et donc, comme le film parlait aussi un petit peu de la folie et de la déraison, je trouvais que les deux imaginaires se rejoignaient quelque part, et que si mon film était un film muet sans dialogue, au moins la voix d'Artaud pouvait nous mettre sur la voie, justement. Donc sur la voie du surréalisme, est-ce que vous vouliez faire un film surréaliste ? Pas véritablement, parce que le surréalisme c'est très particulier, c'est un mouvement qui s'est conduit dans les années 30. Au cinéma, il y a eu assez peu de choses véritablement surréalistes, à part les deux grands films de Buñuel et de Dali, Le Chien andalou et ensuite L'Âge d'or. Non, le surréaliste est un art surtout pictural. Au cinéma, outre les essais de Dali et de Buñuel, ça devient un peu vain ensuite. Non, moi c'était plutôt une dérive, une déambulation poétique, voilà, qui permet chacun prend les images et les images les emmènent chacun où ils veulent. Chaque spectateur est libre de faire sa propre compréhension du film, et ça c'est aussi une certaine façon de respecter le spectateur, parce que si on a un message et un seul message à délivrer, c'est un peu totalitaire, c'est-à-dire qu'on en oblige les gens à penser ça au même moment, etc. Là, c'est un film qui laisse libre chaque spectateur de faire son propre sandwich, si on peut dire, avec les images, voilà. Mais ce noir et blanc était voulu extrêmement contraste. J'ai travaillé avec une pellicule orthochromatique. Pour ceux qui font de la photo, ils savent, j'imagine, ce que c'est. C'est donc une pellicule qui fait 6 ASA, très peu sensible. Au cinéma, qu'on appelle la pellicule son, c'est avec cette pellicule-là qu'on enregistrait le son, vous savez, le son optique qu'il y avait sur la pellicule. Et donc, 6 ASA, ça donne des résultats terribles, parce que l'image, elle a tendance à être ou toute noire ou toute blanche. Et quand on réussit à avoir quelque chose sur l'image, c'est un peu un miracle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a comme un dessin au trait, on a des silhouettes, des personnages qui passent, un peu fantomatiques.
et c'est assez joli. Voilà, mais c'était risqué parce que comme on a tourné en Écosse la deuxième partie du film, on ne pouvait pas développer et voir les rushs au jour le jour, donc on a découvert tout ça en rentrant le mois suivant à Paris. Et bien évidemment, comme je m'y attendais, un tiers des rushs était tout noir, l'autre tiers était tout blanc, et seulement un tiers de la pellicule tournée donnait des résultats. Voilà. Mais c'est un pari que j'avais fait tout à fait consciemment, en me disant que c'était un peu comme une quête alchimique finalement, où sortiraient des bains du laboratoire les images qui devaient en sortir. Voilà, c'était un peu un pari. Alors je ne conseille pas ça aux cinéastes qui voudraient faire un film narratif, parce qu'il risquerait de manquer des pans entiers de leur histoire. Mais pour le film que je faisais moi, c'était tout à fait bien. La pellicule ne m'avait pas coûté très cher. J'avais récupéré beaucoup de stocks de pellicules d'amis qui m'avaient donné des chutes, etc. Comme ça se faisait beaucoup à l'époque. C'était mon premier film en 35. Hein. J'avais fait le Vivarium en 16 mm. Et le 35 mm, 35, c'était quand même une façon de passer au cinéma déjà un peu plus professionnel et d'avoir cette belle image qu'on a à l'arrivée. Et la petite partie couleur de la fin, pour ceux qui se poseraient la question, c'est une façon de revenir un peu à la réalité après avoir fait cette promenade dans les cimetières et dans les châteaux d'Écosse en noir et blanc, voir les mêmes décors, les mêmes images, les mêmes personnages en couleur, d'un seul coup, ça vous ramène un peu dans la réalité. C'est un peu une sortie de trip, si on peut dire, ou un réveil, et c'était donc comme ça une petite coquetterie esthétique que je m'autorise à la toute fin du film pour mettre comme un diptyque un peu en relief et en valeur toute la première partie du film. Voilà, bonne projection.